RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite, il fait pas beau. Dans ma tête. Oh, si, il fait beau dans ma tête, je raconte des conneries. Vous voyez, j'ai à peine commencé que je raconte déjà des conneries. J'ai un poème qui s'appelle « Encore un pavé que mai 68 n'aura plus ». Voilà. Et ce fut écrit le 20 avril 2018. Donc, vous voyez, c'était l'anniversaire de mai 68. Hein. J'avais fait 1 mois de grève. Je n'avais pas été sur les barricades. Hein. J'étais pas assez courageux pour aller me frotter avec les flics, moi. Hein. Non. Donc j'ai fait 1 mois de grève. J'étais le délégué syndical de mon entreprise, une imprimerie. Et on a été récompensé par notre patron au bout d'1 mois de grève. Ouais. Il nous a filé une petite prime. Et il était content parce qu'on avait entretenu le matériel, les machines à imprimer pendant tout ce mois de grève. Exprès pour que quand la grève serait terminée, on puisse retravailler, réimprimer. Voilà. Alors, voilà, maintenant je sais faire un livre, mais je ne sais plus imprimer parce que j'ai plus de machine. Sinon, j'aurais tout fait. Je l'aurais écrit, je l'aurais mis en page, j'aurais fait les photos, j'aurais tout fait, préparé le livre. Et hop, dans ma petite imprimante, dans une grande machine à imprimer. Hein, ma machine, là, quand je suis devenu le conducteur de la machine, elle faisait 8 mètres de long, 2,50 mètres de large et 2 mètres de haut. Hein. D'ailleurs, quand j'étais sur le sol, la machine, elle faisait 20 cm de plus que moi. Eh oui. Alors, on était obligé de monter sur un marchepied pour la faire marcher. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle marchepied, c'est pour faire marcher les machines. Allez, encore un pavé que mai 68 n'aura plus. Non, je garderai mon pavé souvenir de mai 68. Et c'est vrai, j'en ai un. Je ne le donnerai pas pour décoiffer un agent de désordre qui chatouille la paix avec une matraque de détraqué sur des petits gars et des braves ouvriers. Il est encore beau et bien frais ce pavé malgré ses 50 berges sur le buffet de la salle à manger, juste à côté de la photo de ma belle-mère. Celle qui m'a piqué sa fille. À qui j'ai piqué sa fille en 66. Donc 2 ans avant mai 68, je lui ai piqué sa fille à ma belle-mère. Ouais. Il paraît que ça se fait, hein. C'est pas répréhensible, hein. On a le droit. Même si elle n'est pas d'accord d'ailleurs. Hein. Ça ne la regarde plus. Bon. Alors juste 2 ans avant le grand souk, j'avais 23 piges et quelques brouettes, et bien sûr toutes mes dents. Normal à 23 ans. Hein. Aujourd'hui, avec mes 50 ans de plus, et si j'étais encore compté cela, ça fait 73, et plus une seule dent par contre. Bah oui. Mais il me reste ce pavé du grand siècle, celui avec qui je trinque au vin rouge tous les jours sans grève. Et même les jours chômés, mai 68, mai 2018, sera ou ne sera pas. Attendons début juin pour s'en faire une fausse idée. C'est drôle, hein? Et il y a aussi le printemps de Prague en août. Du moins la fin d'une belle illusion ruinée par les bottes soviétiques marchant dans le plat de l'espoir, tout juste cuisiné. Puis les 30 glorieuses continuaient sur le chemin qui serait devenu un désert pour hommes déçus et femmes épuisés par ces doubles journées. Oui, parce que c'est vrai que la femme, paraît-il qu'elle travaille 2 fois par jour. Donc pendant 24 heures, elle fait d'un côté 8 heures et tout le restant, et elle dort très peu. Et parce que son mari l'emmerde la nuit. Donc elles dorment très peu, les femmes. C'est pas bien, ça. Il va revoir vos façons de faire ce qu'il y a à faire, quoi. Bon. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ce qu'on dit. Hein. Bon. Puis les 30 glorieuses continuaient sur le chemin qui serait devenu un plaisir pour... Non. Aujourd'hui, je regarde le nouveau bitume fleurir en attendant que les pavés repoussent dans les rues chaudes où les CRS pissent des grenades sur chaque herbe verte à peine tondue ou fumée. Ouais, il y en a qui fument l'herbe, il y en a qui les tondent. Moi, je vois pas ma fille, elle a tendu la pelouse. Bon, moi j'ai voulu fumer, mais l'herbe qu'elle avait tondue n'était pas bonne, c'était pas de la bonne herbe, non. Donc j'ai pas fait. Bon. Alors aujourd'hui, demain plutôt, j'irai sur la tombe de Jean Jaurès pour lui dire qu'il a toujours raison depuis 104 ans
où un traumatisme balistique l'emporta par la faute d'un certain Villain. Il a été tué par un monsieur qui s'appelait Villain et qui fut acquitté pour avoir permis la guerre de 1914. Voilà. Alors, c'était rue du Croissant. Et à l'époque, moi, je travaillais rue du Croissant, et le bistrot existait tout le temps. Enfin, il était encore là, le bistrot. Rue du Croissant, où Jean Jaurès a été tué. Voilà. Petite anecdote, parce que, quand je passais dans la rue, je regardais si des fois Jean Jaurès était au bar, en train de boire son café ou son petit pastis. Ben non, il n'était plus là. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas être et avoir été. Bon, hein. Alors moi, je suis, mais je suis. Hein. Mais bientôt, je pourrais être et avoir été. Peut-être dans 20 ans, par exemple, pour mes 100 ans. Hein. Et 100 ans, c'est quelque chose. Hein. Oh, putain, c'est beau, hein, 100 ans. Alors, mais merde, tu m'as pas donné une feuille pour mes... Eh oui, j'ai pas de musique. Bon, par ça, je lis un poème. Alors, est-ce que vous connaissez Edgar Allan Poe? Alors, c'était lui qui a été l'inventeur du polar fantastique. Bon, il n'est pas d'aujourd'hui, le gars, hein, ça remonte à loin. Hein. Bon, je ne peux pas vous dire quand, mais c'était il y a plus d'un siècle. Hein. Et alors, il a écrit un poème qui s'appelle « Ballade de noces ». L'anneau est à mon doigt et la couronne à mon front. Une profusion de satin et de joyaux est à mes ordres, et je suis heureuse maintenant. Eh, monseigneur, il m'aime bien, mais quand il exhala son vœu, je sentis son cœur se gonfler, car les mots sonnèrent comme un glas, et la voix semblait la sienne, à celui qui tomba dans la bataille au fond de la vallée, et qui est heureux maintenant. Mais il parla de façon à me rassurer, et il baisa mon front pâle, lorsqu'une rêverie survint et me porta au cimetière, et je soupirai. Devant moi, le voyant mort, les Lormies. Alors, ça doit être une nana aussi, ça. Oh, je suis heureuse maintenant, qu'elle disait, Lormies. Et certainement, dans le coup, elle était endormie. Ah, ça, c'est sûr, elle devait être endormie également. Comme cela furent dites les paroles, comme cela fut le vœu proféré, et quoique je manque à ma foi, et quoique le cœur me banque, regardez le gage d'or qui prouve que je suis heureuse maintenant. Plaise à Dieu que je m'éveille, car je ne sais pas ce que ce rêve, et mon âme est douloureusement ébranlée, de la crainte qu'il y ait un mauvais pas de fait, de peur que le mort qui est délaissé ne soit pas heureux maintenant. C'est bien parce que vous voyez, là on fait parler les morts ils vivent, voilà, c'est bien ça. Ça c'est de Allan Poe. Hein. Edgar Allan Poe. Hein. Alors il y a la gare de l'Est, il y a la gare du Nord, il y a Edgar Poe, voilà. Hein. Et alors, pour la peine, tiens, on va vous passer un petit morceau de musique, du Prévert, rue de Seine. Rue de Seine. Rue de Seine, 10h30 le soir. Au coin d'une autre rue, un homme titube, un homme jeune, avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue. Elle le secoue et elle lui parle, et il secoue la tête. Son chapeau est tout de travers, et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles tous les deux. L'homme certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre. Et sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri. Tellement avide cette voix, et triste, et vivante. Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe, dans un cimetière, l'hiver. Le cri d'un être, les doigts pris dans la portière. Une chanson, une phrase, toujours la même. Une phrase répétée sans arrêt, sans réponse. L'homme la regarde, ses yeux tournent. Il fait des gestes avec les bras comme un noyé. Et la phrase revient. Rue de Seine, au coin d'une autre rue, la femme continue sans se lasser. Continue sa question inquiète, plaie impossible à penser. Pierre, dis-moi la vérité. Pierre, dis-moi la vérité. Je veux tout savoir, dis-moi la vérité. Le chapeau de la femme tombe. Pierre, je veux tout savoir, dis-moi la vérité. Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre, il est perdu, celui qui s'appelle Pierre.
Il a un sourire que peut-être il faudrait tendre et répète. Voyons, calme-toi, tu es folle. Mais il ne croit pas si bien dire. Mais il ne voit pas, il ne peut pas voir comment sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Il étouffe. Le monde se couche sur lui. Il étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes. En face de lui, une machine à compter, une machine à écrire des lettres d'amour, une machine à souffrir, le saisit, s'accroche à lui. Pierre, dis-moi la vérité. Voilà. Alors, pour rester dans la logique de Jacques Prévert, dans mon deuxième tome de Ballades poétiques au travers d'un Prévert, j'ai fait un poème qui s'appelle « C'est quand le siècle Prévert ?» Je fais écrit le 12 septembre 2021 à 9h le soir. Pourquoi 9h, allez savoir. Hein. Je ne sais même pas pourquoi 9h. Hein. J'avais tellement soif des vers de Jacques Prévert que j'ai bu dans toutes ses paroles. Alors, Paroles, c'est un de ses premiers bouquins, qui a été réédité plus de 200 fois, avec des éditeurs différents. J'étais ivre d'avaler la suite de ces mots magiques. Mon verre, plein de vers, attendait sagement que je finisse le premier mot de la dernière rime d'un poème sur les cancres. Il avait fait un poème qui s'appelait « Les cancres », qui est de toute beauté. Puis, allant flâner dans les autres livres, j'ai bu l'encre du premier poème afin de lui laisser une page blanche pour en faire un pour moi. Alors ça, c'est le buveur. Vous savez, c'est comme le Dracula. Hein. Dracula, il boit le sang, lui. Et moi, je bois l'encre des livres. Hein. Alors, j'ai une petite pipette. Et je commence la première ligne, j'aspire, alors elle disparaît, et ainsi de suite. Et après, la page est toute blanche. Et bien après, je peux réécrire, moi. Mais moi, je n'aspire pas mes poèmes à moi, hein, j'aspire les poèmes des autres, hein, pas, non. Ben non, ça ne sert à rien, puisque c'est moi. Hein. C'est moi qui les ai inventés, mes poèmes. Pourquoi je vais les aspirer pour les recracher? Ah non, quand même pas. Hein. Alors, puis, en allant flâner dans ses autres livres, j'ai bu l'encre du premier poème afin de lui laisser une page blanche pour en faire un pour moi. Bon. Il ne me laissa pas boire un autre poème pour vider une autre page à cause de sa plume devenue complètement sèche par le temps. Qu'à cela ne tienne, puisque je lui dis quand même « À la tienne, Jaco !» C'est que l'animal nous a laissé un sacré patrimoine littéraire, surtout de quoi boire, jusqu'à plus soif dans ses vers. Je compris qu'il me fallait être raisonnable et ne pas boire tous ces mots et rimes au lit. Mais après réflexion, je me donnais le droit d'un petit verre à chaque fois que j'étais en manque. Mon addiction à l'encre bien écrite ne se compte pas quand on est dans un état fébrile à cause d'un poète aussi talentueux que lui. Je lui avais juré de ne plus toucher à ses vers, mais ceux qui étaient remplis à ras-bord de cette belle poésie. J'attendais avec impatience le siècle de Prévert, sachant que je n'irais pas jusqu'au bout depuis que mon toubib m'interdit de boire dans les verres des autres. Parfois, je fais une entorse à son conseil en lui apportant un petit verre de Prévert qu'il trouve délicieux au point que je paye à chaque de mes consultations en verre de Prévert. Ouais. Et la sécurité sociale est vachement contente, parce qu'elle ne rembourse pas le toubib. Oui, hein. Et du coup, il m'a retiré la prescription de ne plus boire dans les verres des autres. Voilà. Alors, bon, j'ai bu que dans les verres de Prévert, moi, hein, j'ai pas... Bon, je lis d'autres enfin, poètes, bien sûr. Hein, enfin, vous les connaissez. Hein, Coluche, qu'est-ce qu'il y a encore, le président de la République, Bérou, tout ça, c'est des poètes. Vous n'entendez pas leur discours à l'Assemblée. On dirait de la poésie, tellement c'est beau. Ah. Bon, ils riment pas, ils rigolent pas. Hein, ça, bon, parce qu'enfin, ils font pas du Prévert. Hein. Ils font, comment on pourrait dire, du pompe funèbre. Voilà, voilà. Alors voilà, donc pour ça, je vous préviens que ce livre n'est pas en vente, parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. En réalité, il y en a deux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui m'a piqué le premier. J'étais obligé de le faire réimprimer en un seul exemplaire pour en avoir un pour
Ben, justement, pour vous lire aujourd'hui les poèmes que j'ai écrits à cette époque-là. Hein. Alors, je vais faire la même chose pour un autre livre. J'attends, je vais l'avoir la semaine prochaine. C'est un livre que j'avais fait sur que de la poésie gastronomique. Vous voyez. Mais c'est pas que des poèmes, il y a des histoires, par exemple, il y a une histoire, elle fait une dizaine de pages. Hein. C'est l'histoire d'une petite vieille qui tient une auberge, hein, et elle a un apprenti, hein, qui s'appelle Eugène. Eugène, et puis qui est né dans le Nord, je crois que c'est à Dunkerque. Enfin, je crois, j'en suis sûr, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et alors, elle trouve ça bizarre que le gamin est aussi sage et tout. Et quand il part en alternance à son lycée, l'apprentissage, donc, elle va fouiller dans sa chambre. Elle est vache, la petite vieille, hein. Elle ne fait pas de cadeaux. Hein. Et elle découvre des poèmes. Des poèmes sur la gastronomie, en plus. Oh, elle les lit. Oh. Alors elle fait attention de bien tout ranger pour pas qu'il s'en aperçoive. Et puis, va-t-il pas qu'il lui prend d'écrire aussi. Eh bien, elle écrivait aussi bien que lui. Sauf qu'un jour, elle a fait un poème qui s'appelait « Une recette impossible à faire ». Et en effet, elle n'a jamais pu faire la recette, même si le texte était là. Hein. Et elle s'est doutée que si elle le cachait dans la chambre d'Eugène, lui, il arriverait certainement à faire cette recette. Vous voyez l'histoire, hein. Il y en a au moins 10 pages. Bon. Alors, parce que je raconte les poèmes que Eugène a fait et que la tante Marie aussi a fait. Hein. Alors, excusez-moi, parce que là, c'est pas un poème que je vais faire, c'est que je vais être obligé d'éternuer, parce que j'ai un chat dans la gorge. Depuis ce matin, il n'a pas voulu aller boire dans sa gamelle. Alors, je vais vous lire un poème d'un copain qui était là hier soir à notre soirée poésie, qui s'appelle Jean-François Monteil, et qui est musicien, mais lui, c'est la grosse caisse, la batterie, on va dire. Alors, on avait 2 guitaristes hier soir, donc 2 chanteurs, et une grosse caisse. Il y a des fois, je me demandais si c'était pas moi la grosse caisse avec mes 120 kilos. Ben, ils m'ont dit non, t'es maigre, il y a plus gros que ça encore. Ben oui, c'est vrai. Bon. Mon ami africain, toi, l'ami africain, au regard chaleureux, tu dégages une image faisant bien des envieux. Car, par ton comportement apparemment naïf, tu apportes dans la vie tant d'aspects positifs. Ta démarche nonchalante signe de la souplesse fait de toi un jaguar que personne ne dresse, et ta décontraction devant tous les obstacles m'épate. Moi qui sur de simples marches m'étale, pourtant tu pourrais te miner de ton sort, pas enviable de vivre dans un pays qui ne nous semble pas viable. Nous, car les pauvres idiots, nous ne savons pas vivre sans la télé, même en vacances, avec les enfants et la vieille mémé. Alors je suis admiratif devant tes performances, ton adaptation, pour que ta vie ne soit pas rance, et aimerais bien que tu m'apprennes un peu au lieu de t'imposer des commandements de Dieu. Je suis prêt à être ton élève, dans ton pays magique, de me familiariser avec ta vie, d'Afrique bien sûr, grâce à ta gentillesse et ta bonté d'esprit, et je suis sûr que l'on fera une bonne paire d'amis. C'est pas beau ça, hein? Alors là-dessus, je vais vous lire un de mes... On va dire que c'est pas un proverbe, c'est on dit ça un dicton. Hein? Un étranger, c'est un ami que l'on ne connaît pas encore. Vous voyez? Parce que quand vous voyez un étranger dans la rue, il est alors, soit souriant parce qu'il est heureux, soit triste parce qu'il est malheureux. Dans les 2 cas, il faut être proche de lui. Vous voyez, hein? Et peut-être que même, il fait peut-être de la poésie. Hein? On ne sait jamais, ça peut arriver, ça. Je connais, la preuve, c'est que j'en ai même fait venir à l'antenne ici. Hein? Bon. Et puis, tiens, la prochaine fois, vous allez voir, il va y avoir une émission spéciale vers le 26 juin. Hein? Je vais fêter mes 500 émissions. Ouais. Et là, j'ai déjà prévenu tous mes copains, les guitaristes, les chanteurs, les poètes, et ils vont tous venir à la radio, en direct. Ouais, pendant 1 heure. Voilà. Ça, je vous le promets. Hein. Alors maintenant, bon, il n'y a pas que moi qui dois tenir ma promesse hein, ici, parce qu'il y a des chefs ici. Hein. Et si les chefs ne tiennent pas leur promesse, ça va barder. Hein. Bon, allez, là-dessus, qu'est-ce qui nous va balancer là? Brigitte Fontaine, il y a des azous.
Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous. C'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou. Voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, un de ces jours. Vous serez tous zazou comme nous car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les zazous, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou, elle est zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À la société devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajani dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis zazou, je suis zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre zazous on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur la douche on chantera comme ça. Voilà tout Oh, eh ben dis donc. Bon, mais elle, c'est vraiment une zazou, hein, parce que je sais pas, vous la verriez sur scène. Oh, elle est habillée des fois, mais on se demande où est-ce qu'elle va chercher ses costumes. On doit les faire sur mesure. Bon, alors, là, je viens de sortir mon livre que j'ai écrit en Haïti. Les récits au retour d'un voyage fabuleux, Haïti, Jérémie. À Jérémie, donc, on construisait un orphelinat pour un boat people qui avait coulé, et il y a eu des enfants qui ont été sauvés, mais pas les parents. Alors, c'était les sœurs québécoises qui s'occupaient d'eux, mais ce n'était pas très pratique ce qu'ils avaient, donc on avait décidé de faire construire avec les subventions qu'on avait réussi à trouver à droite à gauche à Périgueux. Hein. Et donc, j'en ai fait un livre qui nous a d'ailleurs aussi permis, en le vendant, de se faire de l'argent pour aider les enfants de là-bas. Et j'ai un poème qui a été fait donc, le 17 février 2002, s'appelle « Oiseau raconteur ». Les corneilles. Alors là-bas, les corneilles, c'est des gros oiseaux noirs et qui ont les mêmes cris que les perroquets. Ça n'a rien à voir avec les corbeaux d'ici. Hein. Les corneilles bâillaient. Vous savez bien le verbe « bâiller aux corneilles ». Ben oui, vous savez les jeux de mots, moi je suis devenu un spécialiste. Hein. Bâillaient en se racontant leur journée. Faute de grands perroquets, les oiseaux noirs prenaient leur aise pour en parler. La nuit, par tradition, ils dormaient avec le silence comme oreiller. Puis revint le jour, accompagné de la matinée. La conversation reprenait un peu de parole en les trempant dans le lait au pied d'un cocotier. Le départ était enfin annoncé par la sirène d'un bateau dans le port de Jérémie. Les grands oiseaux bavards s'envolaient pour raconter des histoires ailleurs, et parfois un peu plus loin, là où c'était nulle part. La journée s'échappait doucement pour revenir vers le soir, en parler sans parole. Puis arriva dimanche, le jour où les corneilles priaient à haute voix pour faire revenir le bonheur, celui qui avait quitté l'île d'Haïti par désespoir et par malheur. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était malheureux, mais il paraît que c'est encore pire maintenant. Hein. Alors, vous voyez, en 2002, hein, ça fait donc 23 ans que j'étais, il y a 23 ans, et alors là, il paraît que c'est encore pire. Il paraît que c'est des bandes armées qui commandent la ville, qui commandent le pays, vous voyez.
Alors des rapts, des rançons, bien sûr, des meurtres, des blessés, enfin tout ce que... Des viols. Ah oui, naturellement, s'il y a des rapts, obligatoirement, il y a aussi des viols. Bon, c'est triste. C'est triste. Moi, je suis triste de voir tout ça maintenant. Là, je pensais que pour mes 80 ans, tout allait se passer bien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, tu vois. Mais non, c'est pas vrai. Bon. Alors j'ai réussi à trouver un poème qui devait peut-être être une chanson de Anne Sylvestre. Alors Anne Sylvestre, je l'ai pas reconnue par rapport à quand elle était jeune. Elle avait sacrément changé. Le temps qu'il me reste. Maman, le vent me fait la cour, le vent me trousse et m'éparpille, le vent me souffle des discours. Pardi, c'est ennuyeux, ma fille, ça l'a bien plus encore. Maman, car le grand vent est mon amant, fille folle, amante du vent, boucle ton corset. Baisse bien la tête, méfie-toi. Qui aime le vent engendre la tempête, maman. Le vent partout me suit, le vent me presse et me bouscule. Il pousse mes volets la nuit. Pardi, tu seras ridicule de quoi, ma fille? A-t-on bien l'air en accouchant d'un courant d'air? Fille folle amante d'un vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie-toi. Qui aime le vent engendre la tempête, maman. Le vent même, si fort. Oh, que je dois ouvrir les fenêtres, il ne veut plus coucher dehors, il croit qu'un enfant va naître fille. Je m'en irai avant d'être la grand-mère du vent, fille folle, amante du vent, boucle ton corset. Baisse bien la tête, méfie-toi. Qui aime le vent engendre la tempête. La tempête, maman, mon fils est né ce soir, j'en suis restée toute meurtrie. N'ai pas eu le temps de le voir, il m'a laissé à ma folie, et le voici parti. Maman, aux trousses de son père le vent. Mes amours ne sont que du vent. Est-ce aussi le vent que j'ai dans la tête? Puisque je me fuis, et tu me fuis, mon enfant. Je suivrai la tempête, et je suivrai la tempête. C'est quand même bizarre, hein? Comment on appelle ça? Le vent qui engendre une femme, hein? Et il en sort un gamin, hein? C'est incroyable, hein? C'est plein de vent, tout ça. Et le petit doigt de mon technicien préféré, il a levé son petit doigt. Ça veut dire que je ne peux plus rester avec vous. C'est bon, alors on ferme. On ferme la boutique? Ouais. Bon, alors voilà, on ferme la boutique. Revenez la semaine prochaine, hein, j'ouvrirai la porte, hein, la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse tous.